Dans la vidéo précédente, nous avons vu quelques motivations sérieuses pour introduire des discontinuités de champ. Lorsque les phénomènes discontinus s'appliquent à des objets ou domaines étendus dans l'espace, et ceci de façon instantanée, comme c'est le cas des paquets d'ondes en mécanique quantique, alors la non-localité va de pair avec le discontinu. Cela, nous l'avons vu, a suscité dans l'histoire beaucoup de résistance, mais comme nul ne peut s'insurger contre les faits, les physiciens se sont résolus à admettre que la nature se comporte parfois de manière discontinue et non locale. Ce qui m'inquiète encore, c'est que souvent, l'abstraction, je pense en particulier aux espaces de Hilbert de la mécanique quantique, mais encore la lourdeur des formalismes mathématiques, comme en théorie quantique des champs, ou aussi le fait de postuler des univers multiples, inaccessibles, ou même l'approche positiviste de la mécanique quantique elle-même, tout cela semble être à chaque fois invoqué, appelé à la rescousse uniquement pour justifier de rejeter le plus loin possible dans la sphère de l'inconnaissable les processus de la mécanique quantique qui défient le plus le sens commun. Je voudrais donc tenter maintenant la voie diamétralement opposée, ici, c'est-à-dire prendre les discontinuités au sérieux dès le départ, en tant que véritable discontinuité fondamentale de champ. Comment les définir rigoureusement et quelles contraintes cela entraîne-t-il? Une chose est certaine, là où un champ subit une discontinuité, il ne peut pas également respecter les équations différentielles d'évolution qui imposent au contraire une évolution toujours continue des champs. L'existence de discontinuité doit donc inévitablement restreindre le domaine de validité de ces équations différentielles, c'est-à-dire des lois de la physique usuelle dictant la dynamique des champs concernés. C'est aussi en fait ce que nous suggèrent les diagrammes de Feynman si on les prend vraiment au sérieux, et pas seulement comme des outils de calcul. Le domaine de validité du propagateur ne peut pas être le même que celui du vertex. Pour comprendre ce qu'il est possible de faire, le plus simple pour nous est de commencer par envisager une discontinuité de champ dans le temps, intervenant à un instant grand T en temps conforme. Cette discontinuité doit donc délimiter deux domaines spatio-temporels, par exemple ici de moins l'infini à t-, et de t plus à plus l'infini. Dans chacun de ces domaines, qui sont deux domaines ouverts, les lois de la physique usuelle s'appliquent, c'est-à-dire les équations de la gravité, de la matière et du rayonnement. Mais si ces équations s'appliquent dans ces deux domaines ouverts, elles ne s'appliquent pas par contre en grand T. En grand T, au contraire, ce sont des règles discontinues qui s'appliquent et elles relient les valeurs des champs et de leurs dérivés à la limite en T+, et leurs valeurs à la limite en T-. Évidemment, on pourrait imposer que tous les champs et toutes leurs dérivés se raccordent continuellement. Et dans ce cas, c'est comme si on retrouvait les lois continues d'évolution dans le domaine tout entier. Ce que nous cherchons à déterminer, c'est si l'on peut imposer des conditions différentes, de façon consistante. Une autre possibilité serait aussi de raccorder les frontières temporelles de chaque domaine, indépendamment de l'autre. Par exemple, ici, raccorder T- à une frontière qui se situe ici, et T+ à une frontière qui se situe ici. Et dans ce cas-là, c'est comme si les deux domaines définissaient alors deux univers déconnectés l'un de l'autre et cycliques dans le temps. En fait, sans remettre en question la relativité générale, des théories ont été souvent proposées, où ce sont plutôt en général les coordonnées spatiales qui sont identifiées à leurs frontières. Ce qui est possible car la relativité générale elle-même ne nous dit pas quelle doit être la topologie de l'espace-temps. Mais une fois de plus, ce n'est toujours pas ce que nous cherchons à faire. Motivés par le genre de discontinuité que nous avons introduit en cosmologie, pour commencer par quelque chose de simple, nous envisageons une discontinuité qui n'affecte que le champ de gravité, et qui soit une simple renormalisation du champ par un certain facteur grand C. C'est-à-dire que tous les éléments de la métrique sont multipliés par ce facteur grand C lorsqu'on traverse la frontière délimitant les deux domaines. Ensuite, nous imposons que tous les champs de matière et de rayonnement soient par contre continus, parfaitement continus, ainsi que leurs dérivées premières au franchissement de la frontière. Leurs autres dérivés pourront alors être discontinus éventuellement, mais cela sera déterminé par les équations du mouvement de part et d'autre de la frontière. On est donc exactement dans le même cas que celui de ces exercices de base de mécanique quantique dans lesquels on se donnait un puits de potentiel carré et une onde de matière.
Dans ce cas aussi, on raccordait les champs de matière et leurs dérivées premières dans les différents domaines, au milieu, à gauche et à droite du potentiel carré, et les équations dans les différents domaines déterminaient les discontinuités des dérivées d'ordre supérieur. La raison pour laquelle nous imposons une discontinuité au champ gravitationnel mais pas au champ de matière et rayonnement est que dans la théorie de la gravité avec versant obscur, les symétries sous permutation que nous avons rencontrées concernent essentiellement les deux versants de la gravité, plutôt que les champs de matière et rayonnement qui vivent sur chaque versant. Suivant cette voie, si les autres champs, les champs de matière et rayonnement, doivent éventuellement subir des discontinuités, cela ne sera possible que comme conséquence d'une variation discontinue de la gravité en premier lieu. Dans une approche minimaliste visant à dévier le moins possible des cadres standards, nous souhaitons qu'à part le champ gravitationnel lui-même, pour lequel une discontinuité se justifie, de par la symétrie sous permutation qu'il vérifie, comme nous venons de le dire, toutes les autres grandeurs, directement accessibles à la mesure, soient autant que possible continues, notamment les densités de matière, de rayonnement, et aussi le paramètre de Hubble. Voyons cela en détail. Nous envisageons d'abord le cas homogène et isotrope, de courbure nulle, et pour simplifier, de pression négligeable. D'abord pour la relativité générale. Et nous avons donc dans les deux domaines, xi exprimé en temps conforme, le domaine avant grand T et le domaine après grand T, les équations indépendantes que sont la première équation de Friedmann et l'équation de conservation de la matière, et ceci donc dans chaque domaine. Nous voyons alors que même si le facteur d'échelle est discontinu, c'est-à-dire que le facteur d'échelle à droite, c'est-à-dire en T+, est égal à un certain facteur fois le facteur d'échelle à gauche, c'est-à-dire en T-, eh bien il est possible d'avoir les densités continues, c'est-à-dire identiques en T+, et en T-, tout simplement parce que les équations du mouvement pour la matière, à gauche et à droite, lorsqu'on les intègre, elles nous disent que la densité doit varier en 1 sur A cube ici, et également en 1 sur A cube ici. Et pour s'assurer que les densités sont égales, il suffit d'être capable de jouer sur la constante d'intégration, le C- ici, et le C+, dans le domaine qui va de T+ à l'infini. On voit donc que les densités peuvent être continues comme nous le souhaitons, même si le facteur d'échelle est discontinu. Alors, le fait d'imposer également que le taux d'expansion est continu, ça va nous imposer que, puisque la densité et le taux d'expansion sont tous les deux continus, c'est-à-dire identiques à gauche et à droite, alors la dérivée de la densité va également être identique à gauche et à droite. On voit que nous n'avons pas de problème particulier avec les équations de conservation de la matière pour le raccordement en grand T. Par contre, les deux équations de Friedmann ne sont évidemment plus compatibles. Comme vous le voyez ici, si la densité est la même dans le domaine moins et dans le domaine plus, et si le facteur de Hubble est le même aussi dans le domaine moins et dans le domaine plus, alors si ces deux équations doivent être vérifiées, il faudrait que le facteur d'échelle soit également identique dans le domaine moins et le domaine plus. Or, précisément, nous avons imposé que le facteur d'échelle subissait une discontinuité. Donc là, nous avons une incompatibilité, c'est-à-dire que dans le cadre de la relativité générale, il est impossible d'avoir toutes les équations vérifiées dans les deux domaines et d'imposer les conditions de continuité que nous avons imposées. Bien sûr, c'est le fait d'imposer que le facteur d'échelle soit discontinu alors même que les densités, les taux de Hubble sont continus, qui nous bloque ici. Évidemment, si on ne s'était pas imposé des relations de continuité, mais seulement la discontinuité du facteur d'échelle d'un domaine à l'autre, il serait facile d'éliminer toutes les sources d'incompatibilité. Ceci grâce au fait qu'en relativité générale, une métrique asymptotiquement plate peut toujours être renormalisée à volonté et rester solution des équations. Mais ce qui nous dérange ici, c'est que nous aimerions bien que les densités et que le taux de Hubble soient continus, et nous voyons que dans ce cas-là, il est impossible d'envisager une discontinuité du facteur d'échelle dans le cadre de la relativité générale. Donc, envisageons maintenant le même cas de figure dans le cadre de la théorie de la gravité avec versant obscur. Cette fois-ci, on impose toujours les relations de continuité, des taux d'expansion et des densités, mais sur les deux versants simultanément, comme vous le voyez là. Également, la condition de discontinuité du facteur échelle, qui est multipliée par un facteur grand C
entre le domaine moins et le domaine plus, immédiatement, elle nous impose que le facteur d'échelle du versant obscur, lui, il est multiplié par un facteur 1 sur c quand on passe du domaine moins au domaine plus. Donc le saut de la gravité est dans un versant inversement proportionnel au saut de l'autre versant. À nouveau, exactement comme en relativité générale, si l'on intègre les équations du mouvement de la matière, aussi bien dans le versant moins que dans le versant plus, on aura un certain nombre de constantes d'intégration, et grâce à ces constantes d'intégration, on peut être sûr que l'on peut réaliser la condition de continuité des densités, alors même que les facteurs d'échelle sont discontinus, exactement comme tout à l'heure. Et donc, aucun problème ne se pose en ce qui concerne les équations de conservation de la matière et du rayonnement. À nouveau, un problème se pose par contre pour notre équivalent de l'équation de Friedmann, notre équation de Friedmann-dg, Friedmann dans le cas de la gravité avec version obscure, ici dans le domaine moins et ici dans le domaine plus. Et il est facile de voir d'où vient le problème dans le cas où les termes en tilde sont négligeables dans les deux domaines. Donc supposons que les termes en tilde, c'est-à-dire celui-ci et celui-là, sont négligeables, mais également celui-ci et celui-là. Cela signifie que, même si on a eu un facteur grand C de renormalisation des facteurs échelle quand on passe du domaine moins au domaine plus, cela n'a pas modifié l'importance relative des termes normaux et des termes en tilde, c'est-à-dire les termes de l'autre versant. C'est pour ça que si celui-ci dominait celui-là, ça restera encore le cas, celui-ci domine celui-là, bien que le facteur d'échelle ait été multiplié par un certain grand C ici. Il existe bien sûr une infinité de facteurs grand C qui réalisent cette condition-là, c'est-à-dire qui ne modifient pas la prédominance des termes de notre versant par rapport aux termes de l'autre versant. Ce qui se passe alors dans ce cas, c'est que si on néglige, c'est-à-dire on supprime ce terme-là, ce terme-là, ce terme-là et celui-ci, on retrouve l'équation de la relativité générale, c'est-à-dire l'équation de Friedmann dans le domaine moins et l'équation de Friedmann dans le domaine plus. Et alors on comprend qu'on est à nouveau bloqué juste pour exactement la même raison que nous avons expliquée précédemment dans le cadre de la relativité générale. Les deux équations de Friedmann, l'une dans le domaine moins et l'autre dans le domaine plus, ne peuvent pas être compatibles, exactement pour la même raison que nous avions en relativité générale précédemment. Donc en tout cas, il semble qu'il y ait une infinité de constantes grand C pour lesquelles notre problème est insoluble. Le seul espoir que nous avons, c'est si le facteur grand C va justement inverser la hiérarchie, c'est-à-dire la prédominance entre les termes de notre versant et ceux du versant obscur. Et en fait, ceci nous amène à comprendre qu'il n'y a en réalité qu'une seule constante grand C possible qui permette aux équations de Friedmann-dg, nos équations de Friedmann, de rester compatibles d'un domaine à l'autre. La seule possibilité pour que cette équation soit compatible avec celle-là, c'est que le facteur grand C qui intervient ici, ça ne soit pas n'importe quelle valeur, mais il y en a juste une seule qui est possible, et c'est le facteur grand C qui est celui-ci. C'est-à-dire le rapport du facteur d'échelle sur notre versant sur le facteur d'échelle sur l'autre versant. Et c'est également le même type de rapport, mais inversé dans le domaine moins. Cette valeur du facteur grand C, en fait, c'est celle qui permet aux deux versants de la gravité, aux deux facteurs d'échelle, d'échanger exactement leur valeur. C'est donc un facteur grand C colossal, car les facteurs d'échelle diffèrent énormément au moment de permuter, puisqu'ils ont divergé depuis l'origine de l'univers, où ils étaient égaux, rappelez-vous. Donc avec cette discontinuité du facteur d'échelle, sur chaque versant, les taux d'expansion sont continus, les densités sont continues, mais par contre, les dérivés de taux d'expansion ne le sont pas, et de même les dérivés secondes et supérieures des densités vont être discontinues. Cependant, ces discontinuités restent des discontinuités raisonnables. Elles ne vont pas nécessairement entrer en conflit avec les observations, car elles ne dépendent pas du colossal facteur grand C. Et c'est pourquoi, en cosmologie, nous avions une discontinuité ici, de la dérivée du taux d'expansion, mais c'était une discontinuité qui reste raisonnable et qui nous permet d'ajuster toutes les données pour le moment. Pour comprendre pourquoi cette discontinuité de la dérivée de grand H ne dépend pas de grand C en réalité, il faut juste réaliser que, en fait, les termes dominants étaient ceux de notre versant avant la transition. Donc avant la transition, les termes dominants, c'était celui-ci et celui-là.
Puis, suite à la transition, maintenant, puisque les facteurs d'échelle ont échangé leur valeur, ce sont les termes de l'autre versant qui dominent, c'est-à-dire celui-ci et celui-là. Dans les deux cas, si l'on néglige donc les termes négligeables, c'est-à-dire celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, avant donc et après la transition, on constate qu'après la transition, c'est le facteur d'échelle A tilde qui va satisfaire exactement la même équation différentielle que satisfaisait le facteur d'échelle A avant la transition. Et ceci en partant de la même valeur, puisque A tilde après la transition a la valeur qu'avait A avant la transition. Mais un taux d'expansion opposé, puisque l'autre versant est en contraction. La discontinuité subie par les dérivés de ρ et h, ρ étant la densité, ne dépend alors que de ce changement de régime du facteur d'échelle, qui passe d'un régime d'expansion à un régime de contraction, c'est-à-dire un changement de la loi de puissance qui dicte l'évolution du facteur d'échelle, et donc ça ne dépend pas de la constante colossale grand C, cette constante reste inobservable. Une autre chose que l'on peut remarquer, c'est que maintenant que nous sommes dans le cadre de la théorie de la gravité avec versant obscur, le fait d'avoir imposé au départ la continuité de la densité, ça se comprend. Car rappelez-vous que c'est le croisement des densités des deux versants qui rend ici l'équation de Friedmann invariante sous permutation des termes dépendants du facteur d'échelle. Plus précisément, comme dans les deux domaines, les taux d'expansion H sont continus entre le domaine moins et le domaine plus, et aussi les densités, puisqu'on est au croisement, alors, pour transformer cette équation en celle-ci, il suffit de permuter le rôle des facteurs d'échelle des deux versants. Et il n'y a par contre pas de nécessité de permuter les densités, puisque elles se croisent, elles sont égales. Voilà pourquoi nous avons supposé les densités continues d'un domaine à l'autre. Ce n'était donc pas un choix arbitraire, mais quelque chose qui était naturel dans le cadre de la théorie de la gravité avec versant obscur. La symétrie sous permutation que nous avons, en fait, elle n'est vraiment réalisée pleinement que lorsque les densités sont égales, les densités des deux versants. Rappelons enfin, au passage, que la continuité des paramètres de Hubble, c'est-à-dire la continuité du paramètre de Hubble h au moment où la transition s'effectue, entre ce point-là et celui-ci, c'est quelque chose qui permettra aux deux facteurs d'échelle de se recroiser au même temps zéro dont ils étaient issus. C'est-à-dire que les facteurs d'échelle, ils étaient partis de la même valeur ici, l'un décroissait, l'autre croissait, et si à la transition ici, le taux d'expansion est continu entre là et là, c'est cela qui va permettre aux deux facteurs d'échelle de se recroiser plus tard au même point, c'est-à-dire au même instant t égale à 0 qu'au départ. Et c'est cela qui fait qu'on a un cycle parfait. Je vous renvoie à ma vidéo numéro 5 où j'avais exposé cela en détail. Voilà donc une petite mise au point un peu technique, achevée. Mais elle était indispensable pour comprendre en quoi une symétrie discrète, bien contrainte ici, peut dicter le type de processus physique qui peut se produire ou non. Ici, une symétrie discrète a bel et bien rendu possible un phénomène discontinu. Et nous ne connaissions l'équivalent jusqu'alors que pour les symétries continues, qui rendaient possible certains processus physiques continus associés. Ce que nous avons ici, où c'est maintenant une symétrie discrète qui implique un phénomène discontinu, ne pouvait pas être envisagé dans le cas de la relativité générale, tout simplement parce que cette symétrie discrète n'existe pas. Et c'est en effet ce que nous avions constaté dans le cas de la relativité générale. Tout à l'heure, nous avons vu qu'il était impossible d'envisager une telle discontinuité du facteur d'échelle. Les deux équations de Friedmann n'étaient plus compatibles. Alors que maintenant, dans le cas de la théorie de la gravité avec versant obscur, elles sont bien compatibles, mais seulement lorsque les facteurs d'échelle ont permuté de façon exacte leur valeur. J'insiste donc là-dessus, une discontinuité qui était impossible en relativité générale le devient dans le cadre de notre théorie grâce à la symétrie sous permutation. Maintenant, nous n'avons pour le moment étudié que la situation homogène et isotrope. Mais quel est l'impact d'une telle discontinuité sur les fluctuations lorsque nous ne sommes plus homogènes? Il doit être important, car la permutation des facteurs d'échelle a échangé le rapport de force de la gravité des deux versants. La gravité de notre versant était dominante avant la transition,
aussi bien à l'échelle globale que locale. Et la transition implique que ce rôle s'inverse, c'est-à-dire qu'instantanément, toutes les sources de matière sur notre versant devraient avoir leur gravité qui devient quasi nulle instantanément suite à la transition. Ce qui n'est manifestement pas le cas, puisque vous et moi sommes encore attirés par le champ gravitationnel terrestre et que toutes les étoiles n'ont pas explosé il y a 7 milliards d'années. Je voudrais insister là-dessus. Le fait que les facteurs d'échelle aient échangé leur valeur, la conséquence de cela, c'est que, alors qu'avant la transition, c'est la matière d'un autre versant qui dominait le jeu, puisque ce terme-là dominait celui de l'autre versant, après la transition, c'est au contraire la matière de l'autre versant qui domine, puisque, en gros, sa contribution est multipliée par un facteur A tilde, ici, qui maintenant est devenu beaucoup plus grand que A, alors qu'avant la transition, c'était A qui était beaucoup plus grand que A tilde. Et puis ils ont échangé leurs valeurs et c'est ça qui a modifié le rapport de force des gravités sur les deux versants. Et cela, ça doit se produire non seulement à l'échelle globale, mais même aussi à l'échelle locale. C'est-à-dire que toutes les formes de matière sur un versant, c'était la matière de notre versant particulier, dominait, elle était beaucoup plus gravifique que la matière de l'autre versant ici. Suite à la transition, elle doit devenir extrêmement moins gravifique que la matière de l'autre versant. Si cela est vrai, eh bien, toutes les planètes, toutes les étoiles, tous les objets qui ne tiennent que par la gravité devraient avoir explosé, puisque cette gravité, d'un seul coup, s'est, pour ainsi dire, éteinte. Elle a disparu. Et cela, ça implique que la transition que nous avons postulée, en fait, ne peut pas s'appliquer à tout l'univers dans sa globalité et à toutes les formes de matière qui s'y trouvent. Et qu'il existe donc au moins deux types de matière. L'une qui constitue l'essentiel de la densité de l'univers, qui a basculé à la transition, et l'autre non. En fait, cela tombe bien, figurez-vous, car on sait déjà qu'il existe au moins deux types de matière dans l'univers. Celle que nous connaissons bien, faite d'atomes ou d'ions, d'électrons, et une autre forme qui semble inconnue, la matière noire, dont la contribution en masse domine celle de la matière normale d'un facteur 5 à l'échelle de l'univers. C'est ce que nous a appris en particulier l'analyse du fond diffus, le fond cosmologique. Je vous renvoie à mes vidéos précédentes pour une explication détaillée de cela. Est-ce que ce serait donc seulement la matière noire qui serait concernée par le basculement, à la transition? Nous reviendrons sur cette question ouverte un peu plus tard. Pour le moment, il nous faut en tout cas admettre qu'à la frontière entre les zones où le facteur d'échelle a basculé et celles où il n'a pas basculé, nous devons trouver inévitablement une discontinuité, mais cette fois-ci, une discontinuité dans l'espace, c'est-à-dire séparant deux domaines spatiaux plutôt que deux domaines temporels, comme nous l'avons envisagé jusqu'à maintenant. Donc l'étape suivante, ça va être non plus seulement de considérer une discontinuité temporelle du facteur d'échelle, mais des discontinuités spatiales, délimitant certains domaines. Et il nous faut donc, dans un premier temps, comprendre ces discontinuités spatiales. Pour cela, la première étape, c'est de bien comprendre comment l'espace s'étend en relativité générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace ne s'étend pas à toutes les échelles. Par exemple, notre système solaire n'est pas en expansion, ni même notre galaxie d'ailleurs. Si c'était le cas, on le mesurerait très précisément. On verrait les planètes progressivement s'éloigner du Soleil sur des orbites de plus en plus larges. Mais ce n'est pas ce que l'on observe, ceci en très bon accord avec ce que prédit la relativité générale, selon laquelle les effets de l'expansion ne deviennent importants que sur des distances supérieures à, disons, 100 fois le diamètre d'une galaxie comme la nôtre. Des distances qui sont donc plutôt caractéristiques des amas de galaxies. Le système solaire ou même notre galaxie sont donc quasiment rigides, d'où l'image populaire du pudding au raisin qui gonfle, mais seulement entre les raisins, cela pour décrire l'expansion cosmique. Ce sera donc aussi le cas, c'est-à-dire que les effets de l'expansion seront négligeables, dans le type de domaine spatial que nous allons envisager, délimité par la discontinuité, domaine qui justement doit son existence à une concentration locale de matière. Dans un tel domaine, par exemple centré autour d'une étoile, la gravité y prend quasiment la forme de la métrique de Schwarzschild, elle est quasiment dénuée d'effet d'expansion, et vous la voyez ici exprimée en temps conforme, tandis qu'au contraire, à grande échelle,
L'hypothèse d'homogénéité prend tout son sens et on trouve la métrique cosmologique de type FRW, Friedman, Robertson, Walker, qui est une gravité moyenne. À propos de ce temps conforme, quelques précisions ne sont pas de trop. Il est plus commun en relativité générale de travailler en temps standard. Et alors, l'intervalle spatio-temporel s'écrit comme ici, où vous voyez le facteur d'échelle ici, qui multiplie l'intervalle spatial dx2 plus dy2 plus dz2. Mais on peut tout aussi bien travailler en temps conforme, où le facteur d'échelle est cette fois-ci également en facteur de dt carré. C'est juste un changement de coordonnées de travail, cela ne change rien à la physique. Disons que si l'on utilise cette métrique-là, les périodes et les longueurs de référence atomiques ne varient pas dans le temps, tandis que l'espace se dilate dans l'absolu, et par conséquent se dilate par rapport à nos références atomiques fixes. Tandis que si l'on utilise plutôt cette forme-là, les atomes se contractent, et l'espace ne se dilate pas dans l'absolu. Mais à nouveau, lorsqu'on mesure l'espace relativement à nos règles atomiques qui se contractent, on le voit se dilater. Au final, comme on n'a jamais accès au comportement absolu, mais seulement au comportement relatif, les deux descriptions sont parfaitement équivalentes en relativité générale. La situation change pourtant en théorie de la gravité avec versant obscur, à cause de la présence de la métrique non dynamique de fond. L'intervalle spatio-temporel, pour cette métrique de fond, prend-il cette forme-là familière dans le système de coordonnées où l'intervalle spatio-temporel prenait cette forme-là sur notre versant par exemple, ou bien l'intervalle spatio-temporel pour la métrique de fond prend-il cette forme familière, mais cette fois-ci, lorsque l'intervalle spatio-temporel sur notre versant prend cette forme-là. Le choix entre ceci et cela a des conséquences physiques cruciales, car dans le premier cas, nos horloges et celles de l'autre versant ne dérivent pas les unes par rapport aux autres. Au repos, on a toujours dt égale dτ, dt égale dτ, dt égale dτ. Dans tous les cas, tandis qu'en temps conforme, une dérive se produit. On va avoir dt ici proportionnel à 1 sur a, alors que ici dt va être proportionnel à a. Donc en temps conforme, une dérive se produit entre les horloges de notre versant et du versant obscur. Une autre conséquence extrêmement importante de cela est que la force de la gravité d'un versant par rapport à l'autre va évoluer dans le temps, ce qui ne serait pas le cas avec l'autre choix. Ces effets que je viens de décrire sont également bien présents, y compris quand on considère la métrique de Schwarzschild, c'est-à-dire pour de la gravité locale plutôt que globale. Car si on a choisi le temps conforme, on aura aussi le facteur d'échelle ici en facteur de dt carré. Et contrairement à la relativité générale où cela n'aurait aucune conséquence observable, ici cela implique que sur l'autre versant on a l'inverse de a de t en facteur de dt2. Il y a bien à nouveau une dérive des horloges du versant obscur par rapport à nos horloges, mais aussi, à cause de ce terme différent, le fait que la gravité produite par des masses de l'autre versant est complètement négligeable relativement à la gravité des masses de notre versant. Ceci bien sûr si le facteur d'échelle a de t est très grand devant ici. Ce sont en fait les termes en racine de g, comme celui-ci, racine de g tilde comme ici, racine de g et racine de g tilde, entre autres, dans notre équation de champ, qui sont responsables de cela. Ces termes se simplifiaient en relativité générale. En relativité générale, comme on n'a pas de versant obscur, on n'a pas ce terme-là, on n'a pas ce terme-là, et du coup, si on égale ce terme à celui-ci, les racines de g s'éliminent des deux côtés. Par contre, dès qu'on a un versant obscur, le racine de g, il va donner plus de poids à la matière de notre versant, éventuellement par rapport à celle de l'autre versant qui, elle, est multipliée par racine de g tilde. Voilà pourquoi la prédominance d'un versant sur l'autre est en grande partie déterminée par la dominance d'un facteur d'échelle sur le facteur d'échelle de l'autre versant. Au passage, je tiens à signaler un autre point qui pourrait se révéler important. Ici ne figure que la métrique de Schwarzschild d'une masse isotrope, donc c'est la métrique que nous avons à courte distance de notre masse source, et la métrique cosmologique, qui est la métrique moyenne à grande distance de toutes les sources. Mais en réalité, une masse comme notre Soleil, par exemple, baigne dans un milieu qui n'est pas le vide.
Mais à une certaine distance de 1 unité astronomique du Soleil, par exemple, ce qui correspond à la distance de la Terre au Soleil, ce milieu est au contraire près d'1 million de fois plus dense que la densité de l'univers prise dans sa globalité. Et cette densité décroît en 1 sur r carré avec la distance au Soleil. Je ne parle là que de la densité en matière baryonique, qui donc ne devrait tendre vers la densité de l'univers qu'à des centaines voire des milliers d'unités astronomiques du Soleil. Donc, en toute rigueur, lorsque l'on calcule la gravité du Soleil, c'est plutôt la gravité du Soleil plus celle d'un fluide très ténu qui remplit l'espace et qui, asymptotiquement, doit voir sa densité converger vers la densité de l'univers. Trouver la gravité solution des équations, dans ce cas, est un problème difficile en relativité générale, et il y a une variété de solutions qui ont été proposées, notamment pour une masse plongée dans un fluide homogène. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à petite distance de la masse, les effets de l'expansion sont négligeables. Et c'est pourquoi ici, je n'ai écrit que la métrique de Schwarzschild à petite distance. Donc ici, à petite distance de ma masse source, j'ai écrit une forme qui est une métrique de Schwarzschild pure, sans effet d'expansion. Alors qu'en toute rigueur, il devrait y avoir une influence du facteur d'échelle, qui, bien que négligeable, n'est pas rigoureusement nulle en relativité générale. Par contre, dans la théorie réversant obscure, la question n'est pas anodine, car il se pourrait que les termes dépendants du facteur d'échelle, que nous avons négligé, qui interviendraient typiquement à ce niveau, en écrivant la métrique comme cela, nous les avons négligés donc, à nouveau il se pourrait que ces termes aient de fortes implications pour la force de la gravité sur notre versant relativement à la force de la gravité sur le versant obscur. Il demeure donc des choses à bien éclaircir ici, mais comme on touche là à un sujet très difficile, et c'est même un problème ouvert y compris en relativité générale, je préfère simplifier la présentation en ne mentionnant ici que le terme dépendant du facteur d'échelle dont je suis certain, c'est-à-dire ce terme-là, que vous voyez là, qui multiplie le dt carré. Et de toute façon, quelle que soit la solution exacte à la place de la solution de Schwarzschild que j'ai écrite ici, nos conclusions qualitatives resteront valides. Considérons donc maintenant un domaine, ici représenté en bleu, un domaine spatial dont le facteur d'échelle n'a pas basculé au moment de la transition globale. Donc ici, tout ce qui est en bleu, c'est relatif à notre versant. Donc ici, c'est bien sur notre versant de l'univers que nous sommes. Et ici, c'est toujours sur notre versant que nous sommes. Mais nous voyons qu'à l'intérieur du domaine, la gravité n'a pas subi le basculement, tandis qu'à l'extérieur, elle a subi le basculement. Et pour le moment, concentrons-nous sur le cas le plus trivial, le cas pour lequel le taux d'expansion grand H est continu dans le temps à la transition, comme nous l'avons toujours fait, et ceci aussi bien dans le domaine externe, ici, que dans le domaine interne. Dans le domaine interne, bien sûr, il n'y a pas d'expansion véritable, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce que je continue à appeler taux d'expansion ici, le taux grand H, c'est le taux d'évolution de ce A de t que vous voyez là. Et j'impose donc que ce H est resté continu au moment où le basculement s'est produit. On avait le même H avant et après. Et de même à l'extérieur, le même H avant et après. Dans ce cas, il n'y a pas non plus de discontinuité spatiale entre l'intérieur et l'extérieur. Le H est continu à nouveau, à la frontière entre ces deux domaines, bien qu'il y ait par contre une discontinuité du facteur d'échelle. C'est pourquoi on n'est pas au même niveau ici et ici. Dans ce cas, tout se passe seulement comme si le champ était juste renormalisé d'un facteur grand C, entre l'intérieur et l'extérieur, et rien d'autre de particulier. Qu'est-ce que cela implique au niveau observationnel? Eh bien, la seule conséquence, c'est que dans le domaine intérieur, les sources, comme par exemple cette masse de notre versant, sont beaucoup plus gravifiques, et ceci d'un facteur colossal, que celle du versant obscur, dont on peut négliger complètement la gravité. Donc ici, s'il y a des sources dans la zone orange, on peut négliger leur gravité. Par contre, dans le domaine extérieur, la situation s'inverse. Seules les sources de l'autre versant peuvent être considérées gravifiques. Donc dans le domaine extérieur, seules les sources du versant obscur sont gravifiques, tandis que les sources de notre versant, on peut les négliger. Et enfin, une fois qu'on a calculé la gravité produite par exemple par une source qui se trouve ici, comment cette gravité va-t-on la prolonger dans le domaine intérieur? Donc comment les gravités des deux domaines respectifs se propagent à l'autre domaine? Eh bien, en fait, exactement comme s'il n'y avait rien à la frontière, car les lois de la chute libre sont insensibles à cette renormalisation d'un facteur grand C entre l'intérieur et l'extérieur.
C'est en effet ce qui se produit. Si vous calculez le champ gravitationnel produit par une masse qui est ici, lorsque ce champ gravitationnel franchit la frontière, il va juste être multiplié par une constante, et à cela les champs de matière et de rayonnement ne vont pas être sensibles. Les densités en particulier sont restées inchangées dans les deux domaines à la transition, qui est responsable de l'apparition de ces deux domaines. Pourquoi n'y a-t-il pas de véritable différence de potentiel dans le champ gravitationnel que ressent la matière qui est à l'intérieur par rapport au champ gravitationnel que ressent la matière qui est à l'extérieur, alors que là on devrait s'attendre à une colossale barrière de potentiel? Eh bien à nouveau c'est parce que nous pouvons jouer sur des constantes d'intégration différentes lorsqu'on intègre les équations du mouvement des champs de matière et de rayonnement à l'intérieur et à l'extérieur, exactement comme nous le faisions dans le cas de la discontinuité temporelle. Après la transition, de la matière et du rayonnement peuvent également franchir la frontière d'un domaine à l'autre, sans subir le moindre effet. Car à nouveau, comme nous l'avions vu dans le cas d'une discontinuité temporelle, des constantes d'intégration différentes dans chaque domaine permettent de neutraliser la discontinuité en tant que telle et d'assurer que l'unique effet observable est celui que nous avons décrit. Le rapport de force de la gravité entre les deux versants s'inverse d'un domaine à l'autre. Donc je le répète, et c'est le seul phénomène que l'on peut constater. À l'intérieur, c'est notre gravité qui domine, à l'extérieur, c'est la gravité du versant obscur qui domine. Pour récapituler, rappelons que si nous envisageons l'existence de tels domaines, c'est justement pour leur permettre de ne pas voir leur gravité atténuée d'un facteur colossal comme le reste de l'univers lorsque la permutation globale s'est produite. Et ainsi, les sources de matière qui produisent ces domaines peuvent rester gravifiques. Les étoiles, les planètes, comme par exemple celle-ci, ne perdent pas leur gravité. Mais tout le reste perd sa gravité. Tout ce qui n'est pas suffisamment concentré pour produire de tels domaines, non seulement la matière noire, mais même aussi le gaz et la poussière, qui lorsqu'on les ajoute tous, constituent au total autour de 98% de la matière de l'univers. En fait, toute cette matière trop dispersée pour atteindre un certain seuil de densité ou de gravité, lui permettant de générer un domaine spatial qui ne bascule pas à la transition. L'origine de ce seuil reste d'ailleurs à élucider. Maintenant, pourquoi est-ce que ce scénario de génération de domaines spatiaux ne peut pas être qualifié de purement ad hoc dans le cadre de la théorie de la gravité avec versant obscur? Eh bien essentiellement car il ne résout pas seulement ce problème de sauver les étoiles, mais aussi, comme nous allons le voir, celui de rendre possible les échanges de matière entre versants, qui est quelque chose d'essentiel pour la consistance de notre théorie, celui aussi de permettre le croisement simultané des densités et des pressions à la transition, comme je vais l'expliquer, et celui enfin de permettre des interactions classiques stables. Et dans la foulée, nous allons voir que ce mécanisme s'avérera capable de résoudre de nombreuses anomalies observationnelles de type a priori très différent que nous aborderons plus tard. C'est donc un mécanisme qui, à peine proposé, est déjà très économe, comme je vais essayer de vous en convaincre, puisqu'il permet de résoudre de nombreux problèmes simultanément, aussi bien de nature théorique qu'observationnelle. Abordons d'abord le problème des échanges de matière entre les deux versants. Comme nous l'avons vu, la théorie ne donne un modèle cosmologique réaliste que si ces échanges sont possibles. Il faudrait donc en toute rigueur rajouter un terme dans nos actions et du coup dans les équations de champ qui décrivent comment localement se fait cet échange, alors que nous ne l'avons pris en compte pour le moment que de manière globale, c'est-à-dire dans les équations cosmologiques. En fait, il n'est pas du tout évident de déterminer un tel terme d'échange de manière locale, qui en plus ne devrait pas permettre l'interaction directe entre les champs de matière des deux versants, sous peine de faire surgir des instabilités insurmontables pour de tels champs quantiques. Une solution bien plus élégante est d'expliquer les échanges grâce à des frontières de domaines dans l'univers. Frontières comme celle-ci, en rouge que vous voyez ici, qui se comporteraient donc comme des aiguillages permettant à la matière et au rayonnement de transiter d'un versant à l'autre. Comme vous le voyez, ici l'univers, qui peut être infini, est représenté en bleu, mais il a des frontières, ici en rouge, avec de multiples domaines d'extension finie, comme celui-ci, représenté ici en bleu et ici en orange.
On n'a alors pas besoin de modifier les équations et les actions à l'intérieur de tous ces domaines pour introduire des échanges entre les deux versants, mais seulement d'introduire des conditions de recollement pour les champs lorsqu'ils tendent vers les frontières, ce qui fait que les échanges peuvent se faire via ces frontières et uniquement comme cela. Et cela immédiatement impacte les équations cosmologiques qui dépendent des conditions aux limites imposées aux frontières, et en particulier les tenseurs énergie-impulsion de la matière et du rayonnement ne sont plus globalement conservés sur chaque versant à cause de ces échanges, mais seulement localement à l'intérieur de chaque domaine. Et c'est exactement ce dont on avait besoin. Avoir des discontinuités dans l'espace qui délimitent des domaines spatiaux résout donc deux problèmes d'un seul coup. Celui des étoiles et planètes qui doivent rester gravifiques suite à la transition, et celui des échanges permettant l'évolution cosmologique. Mais avoir des domaines spatiaux pourrait bien aussi résoudre un troisième problème. Nous avons dit que la transition cosmologique devait se produire lorsque les densités se croisent des deux univers, parce que nous avons négligé les pressions. Mais en réalité, il faut que les pressions et les densités se croisent en même temps, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'univers tout entier, même si, lorsque les densités se croisent, on s'attend à ce que les pressions soient aussi voisines. Donc la condition de croisement des densités et des pressions n'est peut-être pas réalisée sur l'univers tout entier. Par contre, si on exclut certaines parties de l'univers correspondant à nos domaines, il est certain qu'il doit exister une position de leurs frontières correspondant à un paramètre grand P qui permette aux densités et aux pressions de se croiser simultanément dans tout le reste de l'univers, c'est-à-dire dans cette zone-là et qui est aussi cette zone-là. En effet, on a alors deux équations à résoudre. D'abord l'égalité des densités et l'égalité des pressions. Et on a deux paramètres que sont la position grand P des frontières et le temps grand T de la transition. Deux équations avec deux inconnus, a priori le problème devrait être soluble. De surcroît, on gagnerait du même coup un critère mathématique pour fixer la position des frontières de domaine, ce qui est un très bon point. Enfin, ces domaines nous offrent aussi la solution à un quatrième problème, celui d'éventuelles instabilités, des instabilités classiques, car dans notre cas, la gravité a priori n'est pas quantique. Toute concentration suffisante de matière sur notre versant, comme nous l'avons vu, donc concentration d'énergie positive, fait basculer localement cette matière dans un domaine, celui-là, où la gravité de notre versant domine, ce qui implique que l'énergie du champ gravitationnel lui-même est positive dans ce domaine. Et par conséquent, la matière d'énergie positive, ici, interagit avec de la gravité également d'énergie positive. De même, une concentration de masse suffisante sur l'autre versant, il s'agit donc de la matière d'énergie négative, ferait localement basculer, si nécessaire, le facteur d'échelle, de telle sorte que l'énergie de la gravité serait de même signe que celui de cette matière, c'est-à-dire négative. On voit que grâce à ce mécanisme, un champ de matière, dès que son énergie est suffisamment concentrée, n'interagit qu'avec une gravité d'énergie de même signe que lui, ce qui garantit la stabilité de l'interaction. Le mécanisme est tellement séduisant que je me suis même demandé s'il ne pouvait pas assurer aussi la stabilité d'interaction quantique. C'est un sujet que je laisse en suspens pour plus tard. Essayons maintenant, pour finir, de mieux comprendre les conséquences phénoménologiques de ces domaines. Le basculement de la gravité entre l'intérieur et l'extérieur de tels domaines signifie simplement que suite à la transition, la matière du versant obscur, c'est-à-dire toute la matière qui se trouve ici, de même que les corps denses de notre versant, suffisamment denses, comme celui-ci, vont sourcer la gravité avec la même intensité. Par contre, la matière de notre versant, qui se trouve sous forme de gaz ou de matière noire, mais pas suffisamment condensée, est incapable de générer de tels domaines. C'est le cas, par exemple, de la masse que j'ai représentée par exemple ici. Et du coup, elle ne va sourcer la gravité qu'avec un facteur d'atténuation colossal après la transition. Et c'est pour ça que la gravité reste pratiquement minkowskienne ici. On peut la négliger. C'est ce que j'ai représenté ici. Ici, vous avez de la matière
concentrées, condensées. Cela peut être des galaxies, des étoiles, ou peut-être même simplement des particules de poussière. Et dans ce cas-là, ces concentrations de matière sont capables de générer un domaine qui n'a pas basculé au moment de la transition. Ce sont les domaines que vous voyez en blanc. Partout ailleurs, où on a de la matière diffuse, matière noire, mais aussi du gaz, la transition s'est produite. Et le résultat, c'est que seules les concentrations de matière, comme celle-ci, vont être gravifiques, tandis que tout ce qui se trouve dans la zone grise, on peut considérer qu'on peut négliger la gravité produite ici. C'est alors que la distribution de matière du versant obscur peut commencer parfois à se comporter, dans certaines situations, comme une matière noire effective, grâce aux effets répulsifs de la matière du versant obscur sur la nôtre. Et c'est une phénoménologie qui a été très popularisée par Jean-Pierre Petit. En effet, une sous-densité, c'est-à-dire un vide dans la distribution du versant obscur, va se comporter exactement comme une surdensité, c'est-à-dire un excès de matière sur notre versant, mais une matière totalement invisible et indétectable. Ce ne seront que les effets gravitationnels qui seront observés, et ces effets pourront être faussement attribués à de la matière noire. Il est possible d'ailleurs que cela explique les courbes de rotation des galaxies, car chaque galaxie sur notre versant, en repoussant la matière de l'autre versant, doit y produire un vide. Et c'est ce vide en retour qui va mimer une concentration locale de matière noire de notre versant. Mais par contre, ce genre d'effet ne pouvait pas exister avant la transition, c'est-à-dire il y a plus de 7 milliards d'années, comme je vais l'expliquer. À cette époque, au contraire, c'est la véritable matière noire de notre versant qui était gravifique et produisait ces effets. Donc il n'y avait pas besoin de l'autre versant pour mimer de la matière noire à cette époque. Regardons cela plus attentivement. Plaçons-nous d'abord avant la transition. À cette époque, c'est le facteur d'échelle de notre versant qui domine. À cause de cela, c'est la matière de notre versant qui va être gravifique, tandis que la matière de l'autre versant produit une gravité quasiment négligeable. Puisque c'est seulement notre versant qui produit de la gravité, cette gravité va s'exercer sur lui-même, sur notre versant, et elle va aussi s'exercer sur l'autre versant. Mais la réciproque n'est pas vraie. Donc que se passe-t-il? C'est seulement notre versant donc qui détermine l'évolution des fluctuations. Dans certaines zones, comme dans le modèle standard, on va voir la densité diminuer et produire des sous-densités par rapport à la densité moyenne, ce sont les grands vides de l'univers, tandis que dans d'autres domaines, la densité au contraire va augmenter, la matière va se concentrer. Tout ceci se produit sous l'effet de sa propre gravité, car le versant obscur n'a aucun effet là-dessus. Pour le moment, sa gravité est négligeable. Sous l'effet de sa propre gravité, la densité dans notre versant peut même augmenter de façon très importante et atteindre un régime non linéaire. Et c'est comme cela que l'on forme les étoiles, les galaxies, qui sont des très très grandes concentrations de densité par rapport à la moyenne. Mais dans tout ce jeu-là, seul compte la matière qui est dans notre versant, qui est aussi bien la matière normale, les atomes, que la matière noire, qui doit exister également, comme nous l'avons vu. Que se passe-t-il maintenant après la transition? Après la transition, c'est maintenant le facteur d'échelle de l'autre versant qui domine. Et par conséquent, c'est la matière de l'autre versant qui devient gravifique, tandis que la matière de notre versant, on peut négliger sa gravité. Donc, la matière de l'autre versant, elle agit sur lui-même, c'est-à-dire qu'il est soumis à sa propre gravité, et en plus, la gravité de l'autre versant va agir sur notre versant, qui lui est devenu passif. La résultante de cela, c'est que par exemple ici, nous avons une sous-densité sur l'autre versant. Cette sous-densité a été produite dans la première phase, c'est-à-dire avant la transition, c'est-à-dire que la matière de notre versant a repoussé la matière de l'autre versant pour créer ici un vide. Et bien à partir de la transition, ce vide lui-même, il va avoir une action gravitationnelle sur la matière de notre versant. Ce vide qui est ici va se comporter exactement comme une distribution de matière noire qui serait sur notre versant. Et par conséquent, ce vide qui est ici va pouvoir aider la galaxie, peut-être que c'est une galaxie que nous avons ici, à tourner. Mais n'oublions pas également que tout ce que je viens de dire ne concerne que 98% de la matière de l'univers. Donc lorsque par exemple
j'ai dit qu'après la transition, seule la matière du versant obscur était gravifique, donc elle agit sur elle-même gravitationnellement et sur notre versant. Ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, même sur notre versant, il se peut que la matière reste gravifique. Et cette matière, c'est celle qui est concentrée dans des planètes ou des étoiles. Celle qui, par exemple, a donné lieu à cette surdensité très importante que vous voyez ici en rouge. Donc ici, exceptionnellement, une telle surdensité va être capable d'exercer de la gravité sur elle-même. Et donc, si c'est une étoile ou une planète, elle sera stable, grâce au mécanisme que nous avons décrit précédemment. Un autre phénomène qui se produit suite à la transition, c'est que dans cette zone surdense, pourquoi cette zone est surdense? Eh bien tout simplement parce que cela correspond à un grand vide de notre versant. Donc un vide de notre versant a forcément attiré de la matière de l'autre versant. C'est pour ça qu'on avait ici une densité plus grande que la normale. Eh bien une fois que nous sommes après la transition, cette densité qui est plus grande que la normale, elle peut commencer à croître sous sa propre gravité, ce qui n'était pas le cas avant. Elle croît sous sa propre gravité et donc les fluctuations non linéaires peuvent croître de façon très importante et donc des structures se produisent dans l'autre versant. Ces structures doivent se trouver dans les grands vides de notre versant, qui est ici. Et sous l'influence de ces structures, notre versant lui-même va se vider encore plus au centre, comme vous le voyez là. Voilà donc des perspectives fascinantes pour expliquer toutes les anomalies de type masse manquante dans les galaxies. Ceci dit, tout ceci doit nous rappeler que nous avons bel et bien, dans notre théorie également, de la véritable matière noire. Et qu'il sera intéressant de voir si nous sommes en mesure de proposer de nouveaux candidats à cette matière noire, plus séduisants que ceux qui sont actuellement déjà sur le marché. Dans la prochaine vidéo, nous verrons que le simple fait d'introduire des domaines délimités par une discontinuité, comme nous avons fait, permet d'envisager de nombreuses autres conséquences phénoménologiques assez fascinantes et peut-être même de résoudre de probables anomalies observationnelles persistantes. Donc, comme on vient de le dire, on aurait donc déjà une sorte de matière noire effective grâce aux effets répulsifs de la matière des versants obscurs, mais aussi on verra qu'on aura de nouveaux candidats à la matière noire, une explication sur mesure de l'effet Pionnier. Tous les effets dits de fusion froide peuvent être expliqués de façon idéale, bien qu'en apparence très divers. Il sera possible d'éviter les singularités centrales des trous noirs et aussi de proposer une explication des hautes masses des fusions de trous noirs. Mais tout cela n'est pas exhaustif. Enfin, n'oublions pas que ces discontinuités spatiales de domaines entiers qui se produisent de façon non locale sont peut-être la clé pour comprendre des processus de mécanique quantique tels que la projection décrivant l'effondrement d'un paquet d'ondes, à défaut de mieux dans le formalisme standard.